Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Nous sommes avec Jean-Charles Bouchou aujourd'hui. Il a énormément travaillé et écrit sur la perversion, sur les pervers et notamment les fameux pervers narcissiques dont on parle beaucoup ces derniers temps. Mais tout particulièrement aujourd'hui, je propose qu'on parle plutôt de la perversion sexuelle. Alors c'est un sujet que je connais évidemment parce que j'ai étudié la sexologie. D'ailleurs en sexologie, on ne parle pas beaucoup de perversion lorsqu'on aborde des sexualités hors normes. On va plutôt évoquer des paraphilies, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors ce terme paraphilie, il indique une pratique particulière, comme par exemple l'urophilie, enfin bref, des pratiques qui sont un petit peu hors normes, mais qui ne sont pas forcément perverses. Et en revanche, et là encore une fois, je vous donne la définition par rapport à la sexologie, que vous compreniez bien, si on parle de perversion sexuelle, on sera plutôt dans une relation sexuelle qui ne permet pas une égalité des deux partenaires. Par exemple, c'est un partenaire qui va utiliser l'autre comme un objet pour satisfaire son plaisir et uniquement son plaisir. Et la pire perversion étant évidemment la pédocriminalité, puisque là on abuse d'un enfant qui n'a même pas la possibilité de dire non. En tout cas, si vous avez le sentiment de ne pas être réellement respecté dans votre sexualité, si vous vous sentez peut-être un peu utilisé comme un objet sexuel, eh bien ce sera intéressant que vous veniez témoigner. Et pour ça, bien sûr, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Jean-Charles Bouchou. Bonjour Brigitte Lahaie, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire par rapport à la perversion sexuelle. Oui, que les paraphilies ne seraient pas forcément des perversions. Exactement. Bien évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, perversion? Parce que c'est un mot qui est un peu galvaudé. Eh bien justement. Alors je serais tenté de dire, c'est prendre une pulsion, son but et son objet, mais dans un autre sens que la normale. Alors, il va nous falloir... C'est quoi la normale? Je vous attendais. Alors, il va falloir définir qu'est-ce que la normale. C'est vrai que si je demande à un curé, il va me dire la sexualité a pour but de se reproduire à l'intérieur des liens sacrés du mariage. Donc alors, tout le reste, c'est pervers. Tout le reste, c'est pervers. Tout le reste, c'est pervers. Au regard de la morale de l'Église. Ouais. Donc, ce qu'il va falloir qu'on essaie de déterminer, c'est quelle est la norme. Posons-en une, nous, de normes. Donc, je pense qu'un rapport sexuel, ça pourrait être un échange de plaisir, par exemple. Entre deux adultes consentants. Voilà. On a l'objet qui est l'autre, le but qui est le plaisir. Et donc sera pervers dès qu'on va sortir de là-dedans. C'est-à-dire si l'autre n'est pas un adulte. Si le but n'est pas le plaisir, mais l'assujettissement de l'autre ou le fait de le faire souffrir contre son propre désir. Et c'est là, vous voyez, où tout de suite, je pense au sadomasochisme, qui quelque part, le but n'est pas forcément le plaisir, puisque parfois c'est la... Je crois que si. Oui, bien sûr, mais d'une manière un peu détournée. Et pour certaines personnes, c'est une perversion. Et c'est pour ça que j'aime bien quand en sexologie on invente le terme de paraphilie, parce que ça permet aussi quand même de donner un nom à toutes les sexualités qui ne sont pas les nôtres. Parce qu'on sait très bien, par exemple, pour quelqu'un qui est très monogame et très très fidèle, le libertinage, c'est limite déjà de la perversion. Au regard de sa norme à lui. Exactement. Ah, ça pose une sacrée question, ça nous demande à quel point est-ce que je dois juger de l'autre. C'est-à-dire quelque chose peut être pervers pour moi, donc je vais m'en abstenir, mais il ne le sera pas forcément pour un autre. Pour en revenir au sadomasochisme, malgré tout, on a toujours affaire à un adulte consentant. Oui, bien sûr. Non, mais moi, je suis bien d'accord avec vous. Pour moi, je n'ai pas à juger les personnes qui pratiquent le sadomasochisme. On est bien d'accord. Mais pour certains, ça fait partie des... Ça fait partie des perversions. Et alors ? Et c'est pour ça que je parlais de l'urophilie. J'ai envie de dire, et alors, quoi ? Oui, bien sûr. Parce que soit la personne a un agir hors la loi, il s'en prend à un enfant, il s'en prend à une autre personne sans son consentement, auquel cas nous devons juger et nous devons condamner. Soit la personne est malade et c'est elle qui va venir nous trouver en disant ben voilà, j'ai telle habitude et ça me rend malade. Et là effectivement on va observer quels sont les symptômes. Mais si la personne ne demande rien et si elle n'est pas hors la loi, tout simplement ça ne nous regarde pas.
Et d'ailleurs, j'ai fait un débat la semaine dernière avec une sexothérapeute, Thérèse Argot, pour pas la citer, qui veut un peu interdire la pornographie sous prétexte qu'il y a trop de gens qui deviennent addicts, etc. Oui. Et en même temps, à partir du moment où on est adulte et que on regarde la pornographie, de quel droit on va considérer que c'est pas bien? Enfin, l'interdiction, c'est un peu radical. Oui. Effectivement, non. Par contre, ce qu'il faut protéger, ce sont les enfants. On est bien d'accord. Parce qu'il paraît que les enfants, dès tout petits, ont accès à la pornographie. Enfin, pas tous heureusement, mais beaucoup. Beaucoup. Et parfois, surtout quand ils sont déjà dans des familles un petit peu... Et puis, cette pornographie que je connais pas très bien, elle est, paraît-il, assez outrancière. Hein. C'est pas la pornographie de quand j'étais gamin. Et je crois qu'il faut se dire qu'il y a une multitude de pornographie aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à parler de celle qui est un peu outrancière, mais il n'y a pas que celle-là. Et donc laissons, encore une fois, pourquoi interdire, à partir de quelle norme on va interdire la pornographie? Oui, on pourrait exiger qu'il y ait une norme esthétique, par exemple, parce que moi je connais pas bien la pornographie, mais le peu que j'en ai vu, c'est pas toujours très beau, alors qu'on pourrait faire de belles choses. Il y en a qui s'y sont essayés d'ailleurs, je crois, faire des films un petit peu plus relevés. Oui, mais peut-être que vous trouvez pas ça beau et que quelqu'un d'autre trouvera ça beau. Enfin, encore une fois, méfions-nous de notre jugement, parce qu'il est forcément subjectif. Oui. Et je ne sais plus qui a dit que la pornographie, c'est l'érotisme des autres. Oui, c'est ça. Oui. Donc, méfions-nous. En tout cas, je crois qu'on est assez d'accord sur le terme de perversion sexuelle. Voilà, sur la définition. C'est utiliser l'autre... hors son consentement, ou pour autre chose que ce qui était prévu au départ. Donc par exemple le viol. Le viol, voilà. Donc là, on n'a pas de consentement. Est un pervers sexuel. Mais on peut aussi séduire quelqu'un qui, à un moment donné, va être consentant, mais pas se rendre compte qu'en réalité, on cherche à l'assujettir. Il ne s'en apercevra que plus tard. Voilà. Et on est déjà dans la perversion, parce que le but n'est pas le plaisir. Le but, c'est l'assujettissement de l'autre. C'est lui dire, tu vas voir, tu vas faire ce que moi je veux. Et on peut penser, quand on entraîne l'autre dans des pratiques qui sont les nôtres, mais qui ne sont pas les siennes. Voilà, sans lui dire. Oui. Parce qu'après, quand on prévient la personne, voilà, j'ai envie de ça, et que l'autre, par amour, par exemple, suit, et que ça n'est pas dans ses valeurs, bien sûr qu'elle va souffrir, mais est-ce que ça a été pervers? Moi, je me souviens d'une amie qui me disait, mon mari voulait absolument qu'on fasse quelque chose à 4. Elle a toujours refusé, puis à force qu'il insiste, elle a fini par dire oui. Et elle me disait, donc j'étais au lit avec cet autre couple, et une fois de temps en temps, je m'excusais, j'allais dans la cuisine pour pleurer. Et puis je revenais. Ben là, il y a de la perversion, bien sûr, puisqu'il y a de la souffrance. C'est peut-être elle aussi qui n'a pas su dire non. Bien sûr. À un moment donné, il faut savoir dire stop. Ben c'est pour ça qu'on les invite à nous appeler. Si vous avez l'impression d'avoir une sexualité qui n'est pas tout à fait ce que vous aimeriez, ce que vous désireriez, ou que ce que vous avez désiré, ben vous nous appelez, puis on va décoder. On va en discuter, bien sûr. Et comme ça va éclairer tout le monde sur ce qu'est la perversion sexuelle. Voilà. On fait une petite pause et on commence avec Jacqueline qui nous a rejoint tout de suite. Patrimoine historique, gastronomie renommée, quartiers animés, festivités culturelles, bouchons lyonnais, sport et créativité. Depuis le sommet de Fourvière, Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchou est avec nous, psychanalyste, psychothérapeute, auteur de nombreux ouvrages, notamment Les pervers narcissiques aux éditions Erol. C'est un livre qui est sorti il y a longtemps, mais qui marche toujours et qui a été peut-être un des premiers grands succès sur ce sujet, aujourd'hui beaucoup plus connu par le grand public. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous pensez avoir été un petit peu avoir subi de la perversion sexuelle, hein, c'est ça? Oui. Alors ma petite histoire, c'est que je suis maintenant divorcée de cette personne depuis très peu. J'ai enfin pu me libérer déjà parce que c'est un pervers narcissique. Et vu ce que je viens d'entendre, ça correspond également à ce que j'ai subi, parce que sexuellement parlant, tout se passait bien dans les débuts, c'est toujours idyllique, il y a osmose, et petit à petit j'ai senti comme des demandes que je n'avais pas besoin nécessairement, et lui me disait toujours, mais bon, si tu m'aimes, tu feras cela pour moi, et j'acceptais même si j'étais pas tout à fait d'accord.
Ce marchandage, on l'entend assez souvent. Oui, Jean-Charles et Bouchou. vous voyez qu'elle se confond, la perversion narcissique et la perversion sexuelle, parce que si tu m'aimes, c'est un chantage. On est bien d'accord. Alors qu'a priori, si je demande à quelqu'un est-ce que tu m'aimes, c'est parce que ça va me mettre en joie. C'est pas pour le manipuler. Or là, c'est un chantage. Donc effectivement, vous avez bien analysé, Jacqueline. Ça commence par de la perversion narcissique. Oui. Et puis dans tout ce qu'on a pu entreprendre, à chaque fois, j'hésitais parce que pour moi, c'était pas un échange de plaisir, comme si lui m'imposait. Il me disait, mais c'est ça que tu aimes, alors que c'était pas du tout ça. Mais à force de me le dire, je disais oui. Et comment vous vous sentiez après un rapport qui n'était donc pas spécialement consenti, pour tirer le mot actuel? Pas bien, parce que j'avais pas eu le plaisir que je souhaitais. Et lui, c'était comme une domination. Et je sais pas, je sentais comme une souffrance en moi de me sentir, dominée. Utilisée. Dominée, vous dites. Que combien de fois il m'a dit, je n'ai jamais demandé cela à quelqu'un d'autre, mais j'ai confiance en toi, tu feras parce que tu m'aimes. Donc vous voyez, tout à l'heure, quand je définissais la perversion, je disais, le but est détourné. Si le but est un échange de plaisir, là on n'y est pas du tout. Le but de cette personne, après l'avoir manipulé, en disant si tu m'aimes, tu vas accepter, c'est d'arriver à prouver qu'il est tout puissant. Et c'est une recherche de toute puissance, en fait. La sexualité n'est qu'un objet dans cette histoire. Ouais, et qu'un moyen, pardon. Après, je dirais que les derniers temps où moi je voulais le quitter et donc on a eu des moments très très compliqués, il m'a violée. Il m'a violée quand même. C'est-à-dire qu'il vous prenait de force. Voilà. Et vous n'avez pas porté plainte, évidemment. J'ai pas porté plainte, mais j'ai été faire une déclaration à la gendarmerie. Oui. Sans porter plainte parce que c'est compliqué. C'est pas ce que je souhaitais, mais je voulais que ça soit dit et qu'il soit, inquiété. Donc il a été entendu par la gendarmerie ? Je sais pas, parce que à ce niveau-là, moi j'ai été entendue, j'ai été convoquée par un psy également, qui m'a posé des tas de questions, et depuis, j'ai pas de nouvelles, je sais pas. D'accord. Et quand j'ai voulu demander à la gendarmerie, on m'a dit que ça me regardait pas. Oui, mais c'est malheureusement ce qui se passe. C'est-à-dire que vous n'avez pas réellement déposé plainte, mais en tout cas, vous l'avez signalé. Et comme ils sont un peu débordés, à mon avis, ça n'a pas réellement donné suite, même si vous avez eu raison de le signaler parce que c'est quand même dans le dossier. Mais en effet, il y a de fortes chances qu'il ne l'ait pas convoqué. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, Jacqueline, parce que c'est vous qui appelez, c'est vous qu'on peut aider, c'est de comprendre ce que vous avez subi, ce que ça vous fait encore aujourd'hui, parce que je suppose qu'il y a quelque chose il en reste quelque chose. Ah oui. Et comment vous pouvez rebondir après tout ça. Prendre le recul nécessaire et me dire que j'ai pas choisi la bonne personne. Après, je pense qu'il faut que je me fasse suivre certainement, mais pour l'heure, j'ai envie de me consacrer à moi et de me retrouver moi, parce que déjà, sa perversion en général, il m'a fait éloigner de ma famille, principalement de mes enfants, m'éloigner de mes amis, essayer de faire des choix pour moi alors que je les voulais pas. Et aujourd'hui, je me concentre sur moi. J'ai repris plein pied dans la maison puisque j'ai racheté notre maison. J'ai recréé mon ambiance et pour moi, j'apprends à revivre. Et puis, il va falloir apprendre à vous respecter. Oui, ça c'est plus compliqué. Oui, on voit bien les mécanismes de défense pervers narcissique qui s'installent tels que je les ai décrits dans le livre que vous avez cité tout à l'heure. Il y a d'abord de la séduction, ensuite de la manipulation. Complètement. Avant de vérifier la toute-puissance. Et ce que vous disiez, il y a l'isolation. On va vous isoler de votre entourage qui pourrait être dangereux pour l'autre. Qui pourrait dire, mais regarde ce que tu vis, est-ce que tu es bien sûr de le vouloir? C'est la disparition du tiers. Et quand vous dites, je voudrais me faire suivre, c'est important quand même de se rappeler que c'est pour vous que vous le faites. Oui, donc c'est ce qui va vous permettre de vous recentrer grâce à un tiers. Bien sûr. Bon, j'avais un peu commencé, mais
j'avais besoin effectivement d'évoquer cette personne pleinement. Et quand le psy m'a dit, mais moi, c'est vous que je dois voir. Et là, j'ai pas compris. Je me suis pas sentie prête à parler que de moi, parce que j'avais besoin d'évacuer cette autre personne en moi. Oui, quand on reçoit quelqu'un qui a vécu des violences psychologiques ou sexuelles comme ça, c'est important, s'il y a des thérapeutes qui écoutent, de laisser la personne s'exprimer longtemps. Ça peut durer plusieurs séances. Et effectivement, je comprends ce qu'a voulu dire le thérapeute. À un moment donné, je le dis moi parfois, vous me parlez tout le temps d'un autre, maintenant parlez-moi de vous, parce que le sujet, effectivement, c'est vous. Mais ça, c'est après un premier processus qui fait que vous venez d'abord dire tout ce que vous avez sur le cœur. Il faut d'abord vider son sac de poubelle et de souffrance. Oui, évidemment. Mais je pense que ça vous fera du bien à un moment donné d'aller travailler, parce que encore une fois, on le dit souvent, hein, quand on est victime de quelqu'un comme ça, c'est généralement parce qu'il y a quelque chose en nous qu'il faut apprendre à réparer. Hein. Bien sûr. Oui, c'est pas un hasard. Je suis entièrement d'accord. Oui. Ce genre de situation vient nous montrer du doigt où est-ce que il y a un symptôme qui doit être travaillé. Vous avez raison, Brigitte. D'accord, j'entends bien. Mais prenez votre temps, hein, de toute façon, c'est pas, il y a pas d'urgence. Hein. Oui, puis votre programme est sympa, hein, se retrouver sa maison, retrouver ses enfants. Oui, là j'ai retrouvé mes enfants, surtout un qui avait été rejeté par mon mari. Ouais. Et c'est du bonheur aujourd'hui pour moi. C'est du bonheur parce que c'est réapprendre à échanger, à se sentir bien tous les deux. Enfin voilà, mon fils c'est quelqu'un de merveilleux qui malheureusement n'a pas eu la chance pendant ces quelques années de venir comme il le voulait à la maison. Et là aujourd'hui, c'est du bonheur à 100%. À 100%. En tout cas, Jacqueline, moi je trouve que vous avez pas l'air d'aller trop mal, hein, donc soyez confiante, non. Ça va aller. Ça va être. J'étais déjà venue sur votre émission quand j'étais très mal et effectivement où j'arrivais pas à trouver la solution de sortie. Et aujourd'hui, cette sortie, elle s'est faite fin décembre et j'ai l'impression que cette porte, elle s'est refermée et qu'aujourd'hui, il y a une porte bleue et qui me permet de voir les choses avec beaucoup plus de bonheur et puis de plaisir. Alors vous allez mieux, ça c'est sûr, mais je pense que c'est vraiment important à un moment donné d'aller nettoyer ce qui s'est passé pour pas qu'il y ait à un moment donné une rechute, comme on dit. Oui, réintroduire du tiers, celui-là qu'on vous avait interdit. Oui. Ouais. D'accord, merci. Mais c'est nous, merci Jacqueline. On fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On est avec Jean-Charles Bouchou et on essaye de mieux comprendre de quoi on parle quand on parle de perversion sexuelle. Et si vous avez envie de témoigner, si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300. Je voulais saluer ce magazine Infinité, dans lequel d'ailleurs vous avez participé, Jean-Charles Bouchou. J'avais longuement été interviewé par Natacha Lecourtois. Et dans ce numéro, le numéro 4, vous parlez également de la perversion narcissique avec notamment l'enfant, hein, quand il est avec un parent pervers narcissique. Il y a un grand dossier sur les chamans. Voilà, c'est un magazine que je trouve. Je crois sur les plantes antéogènes aussi. Je crois absolument. Je l'ai pas encore lu, mais moi je viens de le recevoir. Mais en tout cas, on a envie de l'encourager parce que c'est bien. Ça, c'est beau déjà. C'est un joli objet. Magazine et puis il est intéressant. C'est le magazine de la spiritualité et des mondes invisibles et ça s'appelle Infinité. C'est dans tous les kiosques. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Cédric, bonjour. Oui, bonjour à tous et bonjour les auditeurs. Et j'ai des amis qui m'écoutent aussi sur la radio, Ivan et Julia. Eh bien, bonjour à eux. Bonjour Cédric. Voilà. Alors, vous avez été avec une femme pendant 2 ans. Oui, tout à fait. Et vous avez eu un peu le sentiment comme ça d'être son jouet intime. Ah oui. Racontez-nous. En fin de compte, je l'ai rencontré, on a resté 2 ans, et puis j'étais son jouet intime, on n'arrêtait pas jour et nuit faire l'amour, c'était un truc de fou, voilà.
Mais quand vous dites un truc de fou, c'est que ça ne vous convenait pas. Parce que ça pourrait être super génial. Oui, tout à fait. Mais à force, après, on se lasse. Oui. Voilà. Et vous n'avez pas su dire non? Mais non, pas du tout. Ah ouais. C'est marrant parce que j'ai remarqué que quand les hommes tombent sur une femme très 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 active sexuellement, ils ne savent pas poser leurs limites. Mais non. C'est fou, On hein. est tous fait pareil. Hein. C'est marrant, hein. Il n'y a pas de genre. Tout à fait. Et donc, vous en pouviez plus, quoi. Ah non, j'en pouvais plus. J'étais usé, fatigué. En plus, je travaillais. Donc, je travaillais de nuit. Plus accomplir le soir, enfin la nuit et le matin. Enfin, j'étais. Et alors, combien de fois par nuit elle vous demandait de lui faire l'amour? J'allais dire de la sauter, ça n'aurait pas été terrible. Mais quand je travaillais la nuit, donc c'était avant que j'embauche. Ouais. Voilà, avant que je parte. Une petite rassasiade. Après, le matin aussi, quand je débauchais vers 8h ou 7h. Quand vous rentriez très fatigué, vous aviez le droit de vous coucher après l'acte. Après le... Ouais. Tout à fait. Voilà. Et oui. Mais c'est intéressant quand même de voir que nous ricanons, nous sourions parce que c'est un homme qui nous parle, alors que si c'était une femme qui nous disait la même chose, nous serions atterrés. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Depuis une bouche d'un homme, ça se passe bien, mais si après c'est une bouche d'une dame, en fin de compte, la mauvaise interprétation d'interpréter sur le sujet. Oui, mais parce que je crois qu'on se dit, quand même, vous aviez des érections, donc c'est que vous aviez quand même un peu envie. Enfin, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se passe dans notre tête. C'est mécanique, les érections. Hein. Oui, enfin, pas tant que ça, hein, pour faire souvent... Ça dépend quel âge. Quel âge vous aviez? Bon, à l'époque, aujourd'hui j'ai 45... Donc, j'avais à peu près 40 ans. Ouais, à 40 ans, on est des... Oui, enfin, moi qui travaille souvent sur les pannes d'érection, je peux vous assurer que c'est pas si mécanique que ça. S'il n'y a pas du tout de désir, on n'est pas forcément toujours en érection. Donc, il y avait quand même une petite excitation. Et l'excitation, oui, je suis d'accord. Mais après, l'objet sexuel, ça va un moment. Après, c'est un ras-le-bol. Ça fait mal aux parties intimes. Et la fatigue. Et après, il faut manger beaucoup des protéines pour avoir de la force, de la puissance, la vitamine. C'est bien d'avoir une libido, il n'y a pas de problème. Non, mais Cédric, j'entends votre plainte et vous avez raison. Vous étiez quelque part un peu utilisé comme un sextoy sur pattes. Hein. On est d'accord. Mais en même temps, vous, peut-être pas sur la fin, mais au début, vous en tiriez, j'imagine, quand même une certaine fierté. Oui. On est d'accord. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en parle de mes débats sexuels. Oui, vous étiez content d'être avec une femme qui vous désirait vraiment, qui avait toujours envie de vous. Il y avait quelque chose comme ça. Je sais pas, parce que ce que dit Cédric, c'est qu'il se sentait considéré comme un objet. Donc j'ai dit au début. Donc lui n'était pas désiré, c'était l'acte sexuel, c'est l'objet qui était désiré, c'est pas la même chose. Mais je dis au début, il en tirait une certaine fierté. Après, il a compris qu'il était un objet. Mais au début, je pense que vous aviez l'impression qu'elle vous désirait, qu'elle vous aimait, que vous étiez son Dieu. Tout à fait, oui. Hein, on est d'accord. C'est le maître de la cérémonie. Et c'est ça. Et à un moment donné, en effet, ça vous a épuisé. Et là, tout d'un coup, vous avez réalisé qu'elle n'était pas à votre écoute et qu'elle se rendait pas compte que vous n'en aviez pas spécialement autant envie qu'elle. Voilà, tout à fait. Vous avez bien... Madame Brigitte Lahaie, vous m'avez bien cerné. C'est bien ça. Non, mais je crois que c'est important parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Et vous avez raison, Jean-Charles Bouchou, ça se passe comme ça aussi pour les femmes. Oui. Au début, on se sent en tant que femme désirée, et on accepte, et puis à un moment donné, on se dit, mais attends, est-ce qu'ils se rendent compte? Est-ce que l'autre se rend compte que c'est pas ça dont j'ai envie tout le temps, quoi? Bien sûr, oui, c'est intéressant quand même de le souligner, ça, qu'on ne réagit pas du tout pareil quand on a un témoignage d'homme que quand on a un témoignage de femme. Donc nous avons un a priori. Les femmes, on les voit plus facilement comme des victimes, et les hommes, on l'accepte pas. Si une gamine se fait séduire par un adulte, on va dire c'est à la limite c'est un viol. Si c'est un gamin qui se fait séduire par une adulte, on va dire oh là là, il était fort celui-là déjà, il est précoce.
C'est un tout petit peu vrai, moins maintenant quand même. Hein, Moins maintenant, elle pourrait même devenir première dame de France. Et là, ça pose pas de problème. Vous avez tout à fait raison. Voilà. C'est vrai. Donc, vous avez mis fin à la relation à cause de ça, Cédric ? Un ras-le-bol, j'en pouvais plus, j'avais plus à suivre le boulot, plus ça, la vie en couple, non, c'était l'apothéose. Oui, mais est-ce que dans la vie quotidienne, elle était aussi très imposée, elle imposait aussi beaucoup tout ce qu'elle voulait, elle était quand même, oui. C'est ça, hein, oui. C'était une femme, une nymphomane. Oui. Voilà. Et vous pensez qu'elle avait d'autres relations avec d'autres hommes ? Ah, ça, je ne sais pas. J'avais des doutes, mais bon, après, au bout de 2 ans, j'ai dit stop, j'ai stoppé la relation parce que j'avais ras-le-bol. Et puis, on s'entendait plus que bien. Donc, il y avait des petits problèmes. Donc, après, j'ai stoppé tout. Donc, bon, après, au bout de 2 ans, quand même, c'est une bonne expérience, quand même. J'avoue. Mais donc, vous ne regrettez pas ? Non. Non. Pas de regret. Non. Je fonçais à tête baissée, j'accomplissais mes missions le soir, le matin, midi, soir, plus le travail, ce qui était assez lourd. Vous êtes un missionnaire, en fait. J'étais un missionnaire. Ouais. Oui. Mais c'est pour ça que je ne suis pas sûre que dans votre témoignage, on peut dire que vous ayez réellement été utilisé, parce qu'il y avait quand même quelque chose qui vous a... Vous avez été utilisé, mais ça ne vous déplaisait pas, ce qu'on entend aussi. Hein. Tout à fait. D'accord. Et j'ai pas de regrets. Bon. 100%. Et vous n'y êtes pas opposé ? Non. Non, et puis quand vous en avez eu marre, vous avez mis fin à la relation de manière assez facilement, j'imagine. Tout à fait. Oui, donc elle a trouvé un autre esclave sexuel. Oui. Ah oui, je pense. Ou peut-être 2 ou 3 ou 5 ou 6. C'est son histoire, c'est pas la vôtre. Merci en tout cas, Cédric. Merci d'avoir témoigné. Ben, je vous remercie. On continue avec Eric qui va répondre à 3 questions intimes. Bonjour Eric. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Eric. Eh bien, merci d'abord de témoigner. Première question, justement. Est-ce que vous êtes capable, combien de fois par jour seriez-vous capable de faire l'amour ? Tiens, puisqu'on a eu Eric qui nous a parlé de... Ouais. Ça fait un certain temps que j'ai pas pratiqué, donc je peux pas vous dire. Mais je dirais aux grandes heures, je dirais 3-4 fois. Ah, quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah, c'est donc 24 heures. Oui, bien sûr, mais enfin... La journée, donc ça dure 24 heures. Il faut avoir le temps de recharger quand même. Non, c'est bien. Deuxième question. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez une femme ? Les yeux. Les yeux. C'est assez fréquent d'ailleurs que les hommes répondent ça. Oui, qu'est-ce que vous voudriez répondre d'autre ? Ça triche pas les yeux. Ça triche pas les yeux, oui. Voilà. Non, mais ça c'est vrai que les yeux ne trichent pas. On voit beaucoup de choses dans les yeux quand on sait regarder. Moi, je dirais son QI. Et ça a beaucoup évolué parce que plus jeune, j'avais moins de lettres en disposition. On commence par le Q et puis après on rajoute le I. Mais oui, mais en plus c'est vrai. Hein, quand j'avais 20 ans, c'était le Q. Maintenant, ce serait le QI. J'ai besoin d'être avec quelqu'un de... Il y a un mot qui a été inventé, sapiosexuel. Oui, absolument. Voilà. Oui. C'est-à-dire que même si on baise 4 fois par jour, comme vous l'avez pu le faire, Eric, il reste des heures. Et si on n'a rien à se dire, c'est un peu embêtant quand même. On est d'accord. Vaut mieux avoir quelqu'un d'un peu intelligent avec qui on peut converser. Sinon, on s'ennuie très vite. Bon, bref. Dernière question, et puis après vous pourrez en poser une à Jean-Charles Bouchou. Est-ce que vous avez déjà pratiqué le libertinage ? Non. Ça vous tenterait pas, visiblement. Si, mais j'ai pas essayé, mais pourquoi pas. Ben, écoutez, c'est pas très compliqué aujourd'hui d'essayer. Hein. Oui, bien sûr. Bon. C'est pas... Eh bien, Jean-Charles Bouchou vous écoute, vous pouvez lui poser une question. Alors, moi j'ai une question sur les pervers narcissiques. Est-ce que mal parler à quelqu'un, c'est déjà de la perversion ? Non. Mal parler à quelqu'un, c'est-à-dire, je sais pas, il faut l'approfondir cette question. Par exemple. À la rabaisser, oui, c'est pervers. Ouais, la rabaisser, c'est pervers. Ouais. Et c'est généralement, vous savez, on rabaisse l'autre là où on est inquiet. Si j'ai peur de pas être suffisamment intelligent, je vais dire à l'autre, mais vraiment, qu'est-ce que tu es bête.
C'est souvent de l'identification projective. Effectivement, oui, ça peut être pervers. Après, dire que c'est le fait d'un pervers narcissique, j'en suis pas certain, parce qu'on s'est tous trompés dans nos vies, on s'est tous emportés dans nos vies, et on a tous, j'imagine, des phrases que nous regrettons d'avoir prononcées. Mais justement, nous les regrettons, et c'est là où nous ne sommes pas pervers. C'est que le fondement de la perversion narcissique, c'est le déni. C'est-à-dire, je vais expliquer à l'autre que je lui parle mal, que je le rabaisse, mais qu'il l'a bien cherché et que c'est de sa faute. Voilà, donc mal parler à quelqu'un, je sais pas ce que vous mettez derrière, mais c'est pas forcément pervers. C'est-à-dire le reprendre tout le temps, le rabaisser. Ah oui, voilà. Si, ça c'est pervers, oui, le reprendre tout le temps et le rabaisser, oui. Pas tout le temps, quand même pas. Oui, voilà. Ouais. Non, mais ça, oui, bien sûr. Mais c'est toujours pareil, on est un petit peu en colère, on va parler mal à quelqu'un, ça peut arriver à tout le monde. Oui, on vous a coupé la priorité, et vous dites, mais quel con celui-là. Donc, vous voyez, Eric, c'est aussi le degré, la quantité de... Ça et le déni. Le point central, c'est le déni. C'est-à-dire que... La personne qui ne reconnaît pas... Voilà, s'il m'est arrivé de mal parler à quelqu'un, s'il l'écoute aujourd'hui, je lui demande pardon. Je le regrette. Ok, c'est pas un pervers, alors. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais si la personne qui vous parle mal ne reconnaît pas qu'elle vous parle mal, oui. Là, on peut penser que c'est de la perversion. Oui, puis il y a une question de récurrence dans ce que vous dites. Hein. C'est toujours rabaisser quelqu'un, vous avez dit. Hein. Toujours le reprendre. Juste une petite aparté. Oui. Ma femme m'a quitté. Et maintenant, depuis qu'elle m'a quitté, tout le monde me dit, mais elle te parlait mal. Tu t'en rendais pas compte, mais elle te parlait mal. Ah. Et c'est déjà une manière de s'éloigner, quoi. Bien sûr, ouais. Alors ça, c'est compliqué de donner le verdict du de la perversion narcissique, parce que elle vous parlait mal devant les autres. C'était peut-être une manière de se venger, de vous punir. Moi, dans mon travail, la question que je vous poserai, Eric, c'est pas est-ce qu'elle vous parlait mal, mais pourquoi vous êtes-vous laissé faire ? Pourquoi est-ce que vous acceptiez ? Pourquoi est-ce que vous n'entendiez pas que les propos qui étaient tenus n'étaient pas justes ? Et ça rejoint, et maintenant je comprends mieux votre question. Est-ce que parler mal à quelqu'un, quand c'est récurrent, quand ça revient tout le temps et qu'il n'y a pas de remise en question, oui, c'est pervers. Et parce que quand on est amoureux, on est sourd et on est aveugle. Ah ouais, mais amoureux de quoi ? De la personne. De ses yeux ? Oui, en partie. Mais non, pas en partie, puisque le reste, visiblement, le QI dont je parlais tout à l'heure, en tout cas son application dans sa façon de parler, il n'était pas là. Quelqu'un qui vous parle mal, comment peut-on aimer quelqu'un qui nous parle mal ? Je sais pas. Voilà, elle est là la question. Le sujet, c'est vous, Eric, et c'est très intéressant. Hein. Merci pour votre confiance, en tout cas pour la question. Mais moi, mon questionnement, ça va être pourquoi vous avez accepté ça et pourquoi est-ce que vous parlez en termes d'amour ? Aimer quoi ? C'est les sentiments que je ressentais. Ouais, d'accord. Oui, vous avez été aveuglé par elle. Et l'aveuglement, c'est pas de l'amour, c'est une sorte de fascination, me semble-t-il. Hein. Quelquefois, quand on a été petit, et que quand on était petit, on nous parlait mal, nous avions tellement besoin de l'amour de nos parents que nous avons peut-être fait une relation entre tu me parles mal, mais c'est la preuve que je t'aime. D'ailleurs, ça se disait quand on était gosse, hein, qui aime bien châtie bien. Ce qui est une bêtise. Une bêtise à ne pas dire aux enfants. Donc peut-être que vous, quand quelqu'un vous parle mal, vous dites waouh, au moins il me prend en considération. Et ça, sont des restes de l'enfance. Et moi, en psychanalyse, évidemment, je vais vous proposer de travailler sur l'enfance. Pourquoi est-ce que vous arrivez à aimer quelqu'un qui vous parle mal ? Pourquoi est-ce que vous n'entendez pas qu'il vous parle mal ? Et pourquoi est-ce que vous l'acceptez ? Eh oui. Bon, vous regretterez pas d'avoir appelé, hein, Eric. Ça vous aide ? Bon courage, hein. Oui, ça m'aide. Bon, d'accord, c'est l'idée. Hein. Je travaille dessus de toute façon. Ok, super. On imagine. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci de votre confiance. Au revoir. Non, merci à vous. On fait une petette pause. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie ? 0826 300 300. .fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchou est avec nous. Vous êtes un peu l'expert de la perversion, hein, parce que vous avez écrit beaucoup dessus et des livres qui marchent bien, donc qui parlent bien au grand public. Le dernier, ce sont Les violences invisibles, des éditions Le Courrier du Livre. Tom nous rejoint et c'est intéressant, Tom, parce que vous allez aborder la question du libertinage. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Tom. Alors effectivement, j'ai pas été confronté à la perversion, mais plutôt à l'impression d'être utilisé comme un objet, en plus d'être une personne, mais plus comme un objet lors de rapports sexuels. Oui. Expliquez-nous, oui. Ouais, tout à fait.
Donc dans des soirées privées, voilà, je joue avec différents partenaires, on partage, on s'amuse, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et puis, à un moment donné, j'ai donné un orgasme à ma partenaire, et puis souvent, ça s'arrête. Une fois qu'elle a eu son orgasme, un peu comme si c'était à l'inverse de l'homme, quand l'homme a éjaculé, c'est terminé. Et là, elle a eu son plaisir dans le libertinage, et finalement, elle ne s'intéresse pas de savoir si moi j'ai eu mon plaisir ou pas, et elle va s'en aller. Et le deuxième aspect qui peut arriver, c'est quand je joue toujours avec une partenaire, voilà, quand son homme a terminé de jouer avec ma compagne ou avec quelqu'un d'autre, elle va s'arrêter de jouer pour aller le rejoindre. Alors c'est pas tout le temps, mais ça arrive souvent. Et là, moi, j'ai comme un sentiment d'avoir été un petit peu utilisé et de leur donner le plaisir qu'elle voulait ou qu'ils s'étaient accordés tous les deux. Et moi, du coup, mon plaisir, il passe en second plan. Et c'est vrai que quand je sors de là, même si j'ai pu prendre du plaisir à un moment donné dans la relation, je ne suis pas fier de moi. Oui, mais c'est très juste ce que vous dites. Vous êtes un peu le tiers qu'on utilise. Quand on a fini de l'utiliser, on n'en a plus besoin et on s'en va. On sent une forte absence d'altérité dans ces milieux-là. Tout simplement, Tom, vous n'êtes peut-être pas au bon endroit. Hein. Alors, c'est pas un endroit où les bonnes personnes, parce qu'il y a plein de partenaires avec qui je joue, il y a aucun souci. D'accord. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça va dépendre des couples. Ça va dépendre aussi pour quelles raisons les personnes sont dans le libertinage. Et c'est vrai que en écoutant vos dernières émissions, Brigitte, je me suis fait des réflexions. Est-ce que je suis libertin ou est-ce que je suis échangiste? Et c'est vrai que dans le libertinage, maintenant, il y a beaucoup de femmes qui vont pour des mauvaises raisons, pour suivre leur mari, tout ça, pas pour leur propre plaisir. Et quand je tombe sur ces personnes-là, j'ai l'impression, pas à 100% bien sûr, mais de vivre des moments comme ça qui sont décorrélés, détachés de ce que j'attends du moment que je passe avec la personne. Et c'est vrai que je me sens utilisé comme un objet. Alors, j'ai pas à me plaindre. J'en peux être utilisé d'une plus mauvaise manière. C'est pas je fais un trio avec une personne et on sait que l'homme seul qui va venir dans le trio, il a un rôle particulier. Non, là, c'est vraiment des moments qui peuvent être à deux et autres. Et c'est en fin de compte se dire, je garde un œil sur mon homme et en fin de compte, j'ai besoin de me rattacher à lui, même s'il me donne du plaisir, je te laisse. Et voilà, c'est ce sentiment-là que j'ai un peu plus ces derniers temps. Oui, mais je trouve votre témoignage très intéressant parce que on entend de plus en plus des personnes qui sont libertins depuis très longtemps critiquer un petit peu la manière dont les choses avancent dans le libertinage avec une sorte d'endroit où on consomme et en effet la sexualité on n'utilise pas l'autre, son pénis, comme un produit de consommation, quoi. Ouais, puis la question, en fait, dans cette espèce, je sais pas comment on l'appelle, je suis pas un expert non plus, mais dans ce mélangisme, c'est quand on tombe sur la personne sur qui on tombe, se choisit pas vraiment. Et là, Tom, j'ai le sentiment que vous les avez pas choisis, ces personnes. Alors peut-être que vous avez le sentiment de les choisir parce qu'elles étaient mignonnes, mais comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on cherche chez l'autre? C'est aussi quelque chose de l'ordre du QI, encore une fois. C'est est-ce que intellectuellement nous allons nous associer? Est-ce que la personne, elle va vouloir jouer le jeu jusqu'à la fin? Enfin, il y a une notion de choix, je trouve, qui manque dans ce que vous vivez. Vous êtes d'accord? Alors oui et non. Et c'est marrant parce que on discute souvent dans les soirées privées, voilà, on discute un petit peu autour d'un petit buffet ou autre, on boit un verre, on grignote, on échange. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas assez de phase de séduction. C'est plutôt une phase de dire, on va casser un peu le blanc de la soirée, on discute, et puis après, on va aller, dans un coin câlin pour s'amuser. Et moi, il manque toujours ce côté séduction, mais dernièrement, ça m'est arrivé avec des couples de dire, ça se passe bien. Il n'y a pas forcément la séduction comme je l'entends. On va glisser vers le jeu, on s'amuse. Et là, il se passe ce que je vous dis, l'impression d'être utilisé comme un objet. Et à contrario, justement, par rapport à ce que vous disiez, dans des soirées où il y a des mélanges de corps, je suis avec une partenaire, des personnes que je connais, une complice, tout ça, on joue, et tout d'un coup à côté il y a des gens qui jouent, et puis là on se regarde, et finalement on s'échange pendant le jeu, là on n'est plus utilisé comme un objet, on est vraiment utilisé comme un outil du plaisir. Et on prend tous les deux du plaisir parce qu'en fin de compte, dans le cours du jeu, on a envie l'un de l'autre. Et il y a une pseudo-séduction sexuelle et pas une séduction, on va dire, verticale. Oui, mais Tom, là, je vais prendre un peu la défense du libertinage, des clubs échangistes, etc. On y va quand même pour avoir des relations sexuelles. On n'y va pas pour se faire pas pour se séduire, pas pour. Enfin, c'est quand même assez vite. On rentre assez vite, si je puis dire, dans le cœur du sujet ou de l'objet. Ce que je disais, j'ai le sentiment que vous n'êtes pas à votre place. Disons, dans le terme de séduction, je parle par un regard humain, c'est quelque chose de très simple. On est bien sûr. La cour, bien sûr, mais un truc, voilà.
Mais même quand on regarde dans des cas, effectivement, parfois, on peut dire, allez, bon, on y va, on va baiser. Ça peut être comme ça aussi, mais tant que la personne est là pour le faire jusqu'au bout. Non mais ce que je comprends bien, c'est que parfois on vous laisse tomber et donc il y a une frustration qui en ressort. Si vous êtes en érection, que vous n'avez pas pu jouir et que tout d'un coup on vous laisse dans cet état-là, bon bah c'est pas très charitable, on va dire. Tout à fait, c'est ça. C'est ce que j'entends, bien sûr. Et c'est vrai que on peut considérer qu'à ce moment-là, en effet, vous avez été utilisé comme un objet. Oui. On n'a aucune altérité. Hein. Ouais, mais bon, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas la norme, on va dire, dans le libertinage. Mais c'est des moments où ça m'a fait penser, quand j'ai vu le thème de l'émission, je me suis dit, tiens, même si c'est pas de la perversion, c'est le sentiment de se dire, dans ce milieu-là, d'être femme utilisée comme un objet, alors que c'est pas comme si on était un homme seul qui vient en plus, comme je disais dans la trio, mais voilà. Mais de toute façon, il y a des personnes qui vont dans un club libertin pour baiser, sans se poser d'autres questions et sans chercher à avoir un échange humain avec l'autre, hein, de toute façon. Et... Moi, les choses sont claires au moins. Après, on peut y aller comme ça, c'est clair, net et précis. On a notre moment à nous, on le vit et puis c'est terminé. De toute façon, Jean-Charles Bouchou et moi, on a été plusieurs années au Cap d'Agde, on a bien examiné tout ça. On les a observés. Et il y a de tout, hein. Il y a des gens formidables. Et puis il y a des gens absolument charmants. Oui. Et puis il y en a d'autres qui sont un petit peu plus, on va dire, bestiales, proches de leur pulsion animale. Et il faut de tout, de toute façon. Oui, bien sûr. Mais votre témoignage est intéressant parce que ça peut faire prendre conscience à certains qui nous écoutent. Donc merci d'avoir pris la parole, Tom. Merci à vous. Non, mais merci à vous. Non, c'est vrai, d'ailleurs, on... Oui, parce que le jeu devrait continuer. Et c'est pas parce la présentation que nous en fait Tom, on dirait que certaines personnes viennent comme à l'usine. Voilà. Je viens, je consomme, je m'en vais. Alors que ce que regrette Tom, c'est qu'il n'y ait pas plus de jeu et de complicité. Et certainement, est-ce que le libertinage pourrait être... dans ce monde de brutes. Oui, voilà. Le libertinage pourrait être une occasion de créer de la complicité avec soit son ou sa partenaire, soit éventuellement avec les personnes qu'on rencontre. Alors encore une fois, ça va dépendre des. Ça doit exister quand même. Bien sûr que ça existe, mais c'est vrai que on a. Comme le libertinage s'est quand même énormément démocratisé, forcément il y a peut-être une éthique un peu moins définie qu'à une époque. Qu'à une époque, plus les choses sont ouvertes à tout le monde, plus on rencontre tout le monde. Hein. Bien sûr. Quel que soit le domaine, ça paraît assez évident. On va continuer grâce à vos témoignages justement à avancer sur cette question de ce qu'est la perversion sexuelle. Je crois qu'on en a déjà dit pas mal. Hein. Beaucoup, hein. Oui. Donc si vous avez envie aussi de témoigner, vous pouvez évidemment nous appeler au 0826 300 300. Je crois que si vous avez envie de mieux comprendre ce que vous êtes peut-être en train de vivre sexuellement et qui ne vous convient pas, c'est le moment ou jamais évidemment de nous appeler. Et comme tous les jours, on n'échappe pas à la devinette, Jean-Charles Bouchou. Ah. J'étais impatient. Bien voilà, la voilà. Le sexe, c'est comme un jeu de cartes. Pourquoi dit-on ça ? Pourquoi pourrait-on dire ça ? Ne me regardez pas comme ça. C'est à vous de trouver la réponse. Ou sinon, de toute façon, je vous le donnerai après les infos. Et puis, si vous avez une pratique qui vous paraît franchement un petit peu hors norme, comme on dit, et que vous voulez savoir si c'est pervers ou si c'est une paraphilie, vous pouvez également nous rejoindre. Et puis, on essaiera de voir de quoi il s'agit, surtout si vous avez un peu l'impression que que vous ne vivez pas ça très très bien, c'est raison de plus pour venir nous en parler. De Tassin la demi-lune au Mont d'Or, de Saint-Priest au gratte-ciel de Villeurbanne, de Caluire à Bron et Vénissieux, depuis le sommet de Fourvière, Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai. 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Charles Bouchou et nous évoquons la perversion sexuelle qui, quelque part, c'est un petit peu comme la perversion narcissique. Hein. C'est souvent très proche
Parce qu'en fait, le désir était, on l'a vu tout à l'heure, d'assujettir l'autre, et le pervers sexuel est obligé d'utiliser des mécanismes de défense pervers narcissique. Donc il y a une proximité. On peut être pervers narcissique sans être pervers sexuel, et si on est pervers sexuel, logiquement on emploie des mécanismes de défense pervers. Moi, je me souviens d'une jeune femme qui me disait, quand j'étais gamin, mon ex m'a dit « tu n'es pas désirable ». Et je lui avais répondu « tu sais, moi j'aurais entendu « je suis impuissant ». Et en fait, ça revient au même, hein. Oui, mais absolument. La formulation n'est pas la même. C'est une manière C'est un petit peu ça la perversion. Oui, de basculer son problème sur l'autre. Sur l'autre. On est bien d'accord. Alors, vous avez réfléchi, le sexe, c'est comme un jeu de cartes. Alors j'arrive avec mon cœur et je repars parce que ça pique. Mais en fait, si tu n'as pas un bon partenaire, quand on joue aux cartes, on a intérêt à avoir un bon partenaire. On a intérêt à avoir une bonne main. C'est vrai pour le sexe et c'est vrai pour un jeu de cartes. Oui, c'est juste. Quand on n'a pas un bon partenaire, on a aussi intérêt à avoir une bonne main. En matière sexuelle, vous avez compris pourquoi. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Bonjour Charles. Alors c'est un sujet délicat, la perversion sexuelle, Laurent. Tout à fait. J'avais une question assez précise en fait pour Jean-Charles. Oui. Donc je suis papa de 2 petites filles qui se dirigent tout droit dans l'adolescence. Et j'aurais voulu savoir quelle serait la parole juste d'un père pour pouvoir prévenir en fait de ça avec mes filles, tout en sachant que dans l'adolescence, on est quand même dans l'apprentissage et il y a une grande part d'ego. Donc quelle serait justement cette parole juste ? C'est intéressant parce que Laurent a raison, et après évidemment Jean-Charles vous répondrait à Laurent, mais au moment de l'adolescence, on peut être un peu égoïste, on peut être un petit peu sans s'en rendre compte, on peut un petit peu... On a bien raison d'être égoïste aussi. On peut un peu utiliser l'autre à ses fins parce personnelles. qu'on veut pas être des objets, on veut être le sujet de sa propre vie. Moi, la phrase magique que j'ai dit à un de mes garçons et qui a vraiment changé sa vie, c'est « j'ai confiance en toi ». C'est magnifique quand on dit à un enfant « j'ai confiance en toi », c'est lui dire aussi « tu possèdes à l'intérieur de toi la vérité ». Après, répondre aux questions de jeunes femmes, est-ce qu'elles ont posé des questions ? C'est ça que je voulais savoir. Non, pas encore. Voilà. Elles sont encore relativement jeunes. Laissez-les venir. La question que je me pose aussi, c'est par rapport à la banalisation du porno. Ah oui, ça c'est terrible. C'est terrible. D'où l'importance, Jean-Charles Bouchou, de leur en parler quand même. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc dire, ce serait dommage que vous tombiez sur des images pornographiques, parce que ça n'est pas beau, et ça ne reflète pas du tout la réalité. Voilà le discours que vous pouvez leur tenir. Parce que, et puis ensuite, il y a le contrôle parental, on va essayer de l'empêcher, mais ça peut arriver sans qu'on l'ait décidé. Donc bien dire aux enfants, attention, ce que vous avez vu, c'est une fiction, et ça ne reflète en rien la réalité. Ce qui se passe dans le film n'est pas normal. D'accord. Et après, justement, par rapport à la perversion, l'ego, l'apprentissage, oui. Quelle serait la bonne attitude à avoir vis-à-vis d'elle, en fait ? La bonne attitude, je l'ai dit, c'est leur faire confiance, avoir confiance en elles, leur dire, et à un moment donné, ne pas anticiper leurs questions, je pense. Parce que souvent, nous, parents, on se dit, tiens, il faudrait qu'elles comprennent ça, et on va aller leur expliquer des choses qui sont peut-être pas encore dans leur questionnement. Donc, attendez qu'elles vous posent des questions. D'accord. Et alors après, en admettant que ça se passe pas bien pour elle, oui. Est-ce qu'il y aurait des signes révélateurs en fait ? C'est-à-dire, vous avez le sentiment que vos filles ne vont pas bien ? En admettant que ça se passe pas bien, vous n'allez pas commencer à penser que ça va pas bien se passer, oui, Laurent. Enfin. Non, pas du tout. Mais je me dis si ça s'était pas bien passé, est-ce que je pourrais avoir des signes? Je sais pas, une attitude qui change. Oui, bien sûr, une attitude qui change. Bien sûr. Des impressions de tristesse, moins de. Un changement dans son comportement alimentaire aussi. Alimentaire ou à l'école, des notes qui sont tout d'un coup beaucoup moins bonnes. Mais vous savez, Laurent, vous êtes encore avec leur mère ou pas? Non, du tout. Ah. Vous êtes avec une autre femme ou pas? Non plus. Et la maman s'occupe pas des filles?
Si, très bien, et on a une super relation avec, par rapport à nos enfants, on est très raccord sur l'éducation. Parce qu'il est vraisemblable que les filles, lorsqu'elles auront des questions s'agissant de la sexualité, s'adresseront sûrement plus facilement à leur maman. Mais ce que vous pouvez leur... que j'allais vous poser, ouais. Oui, non, mais ce que vous pouvez leur dire, Laurent, puisque vous avez 2 filles et que vous êtes séparés de leur maman, vous pouvez leur dire que vous avez aimé votre maman, leur maman, pardon, votre compagne, pardon, que vous l'avez aimée, que vous avez avec elle fait l'amour. Et puis que parfois l'amour c'est pas toujours quelque chose de fiable, mais ce qui est important, c'est de toujours se respecter dans ce qu'on ressent dans son corps. Ça fait oui ou ça fait non. Moi, j'aime bien cette phrase. Et à partir de ce moment-là, vous leur montrez à quel point l'amour c'est compliqué, mais à quel point dans son corps ça fait oui ou ça fait non, et quand ça fait non, il faut pas faire. Oui, et à l'adolescence, les jeunes cherchent à savoir qu'est-ce qui est acceptable en observant le groupe. Qu'est-ce que les autres acceptent que je devrais donc moi accepter? Moi, je serais tenté de dire aux adolescents, attention, vos limites, elles vous sont propres. Et chacun d'entre nous avons des limites différentes. Si vous supportez pas qu'on vous touche la main, on n'a pas à vous toucher la main. Ça, c'est intéressant de le dire parce que les copains, les copines vont peut-être accepter des choses et on pourrait se dire quand on est adolescent, si eux les acceptent, c'est donc que c'est acceptable. Pas du tout. Si eux les acceptent, eux veulent bien les accepter. Et c'est tout le danger de la pornographie, Laurent, sûr. Puisque quand une jeune fille de 12-13 ans voit, par exemple, une sodomie, elle a l'impression que il faut aussi que ça passe par là. Mais si ça fait non, ça doit pas passer par là. Vous voyez, c'est en ce sens que quand ton corps dit non, c'est non. Vous voyez, et quand tu ressens ce non, c'est non. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez dire sans donner d'explication. Voilà. Et dire bien intime. Que c'est propre à chacun. Propre à chacun. Il n'y a donc pas de règles. Oui, vous avez raison. Et c'est vrai que la force que nous avons, même si nous ne sommes plus ensemble, nous sommes divorcés depuis des années, on leur a toujours dit en fait que leur corps leur appartenait. Très bien. Et que personne d'autre que elles n'ont droit de quoi que ce soit sur leur corps. Sauf si elles donnent la permission. Oui, bien sûr. Ça va jusqu'à le respect des prises de douche où je ne me permets pas de rentrer dans la salle de bain. Bien sûr. Je respecte leur intimité. Donc c'est un peu notre force en fait avec mon ex, c'est qu'effectivement on parle du même discours, de la même voix. On est vraiment très raccord par rapport à leur éducation. Et c'est aussi vrai et juste de dire qu'en tant que père, c'est pas forcément évident par rapport aux filles, en fait. Mais bien sûr, c'est pas si simple que ça. Mais vous savez, Laurent, dans ce que vous me dites, a priori, vos 2 filles, elles ont eu une sécurité affective suffisante pour pouvoir bien s'en sortir. Moi, je vais revenir sur la question des enfants qui voient de la pornographie. C'est souvent très traumatique quand ce sont des enfants qui sont dans des enfances maltraitées, dans des enfances où il n'y a pas de limite, où on leur a pas dit des choses essentielles. Et c'est pour ça que le meilleur moyen de lutter contre tout ça, c'est en effet de donner des informations aux enfants en temps et en heure. Oui, tout à fait, ouais. Donc, vous inquiétez pas. Vos inquiétudes ne peuvent que être nocives parce qu'elles peuvent ressentir vos inquiétudes et c'est pas bon non plus, vous voyez. Faites-leur confiance, comme l'a dit très justement Jean-Charles. Voilà, oui. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant, c'est le renvoyer à lui-même. Qu'est-ce que tu ressens? Quelles sont tes limites? Où est-ce que tu les penses qu'elles sont? Lui laisser la parole, le laisser s'exprimer et lui dire qu'on a confiance en lui. Plutôt que de chercher de lui expliquer, de lui faire comprendre que... Bien sûr. Et ce qui n'est pas évident pour les gens de ma génération, parce que j'ai plus de 50 ans, c'est de rentrer justement dans les émotions, parce que c'était pas du tout le cas à notre époque. Dans les années 70-80, nos parents, ils étaient pas du tout dans les émotions. Et donc, à l'inverse de cette éducation que j'ai reçue, je vais plutôt dans le sens des émotions par rapport à elles. C'est qu'est-ce que tu ressens, comment tu appréhendes les choses.
Enfin voilà, vraiment parler d'émotions plus que fais ci, fais ça, sans forcément donner d'explication. Oui, tout à fait, c'est une bonne idée, oui. C'est-à-dire les renvoyer à leur intériorité, ce que je disais tout à l'heure. Plutôt que de les renvoyer à un fonctionnement qui est le fonctionnement général de la société, et qui, on le voit bien, n'est rarement et pas toujours adéquat. Oui, et juste en fonction des personnes. On l'entend depuis le début de l'émission, des personnes qui acceptent des choses que normalement elles ne devraient pas accepter parce que ça ne rentre pas dans leurs valeurs. Et pourquoi est-ce qu'elles l'acceptent? Bien souvent, c'est oui, mais les autres le font, pourquoi moi je le ferais pas? Et puis, comme pour toutes les filles, elles vont se construire beaucoup par rapport à leur mère. Oui. Et ensuite, si leur père les a suffisamment regardées, admirées, eh bien, elles seront suffisamment narcissisées et a priori, tout ira bien. Elles seront bien dans leur peau. Oui, puis comme on est énormément dans la communication sur plein de sujets... Vous avez besoin d'être rassuré, Laurent. Hein. J'imagine que les choses vont se faire naturellement. Mais oui. Franchement, je pense que vous avez fait ce qu'il fallait. Merci Laurent, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. On continue avec Frédéric qui nous retrouve dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous êtes toute l'équipe, mon compagnon. Chaque fois que je suis dans la voiture, je mets le contact Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchouet est avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Les violences invisibles. C'est aux éditions Le Courrier du Livre. Et nous retrouvons Frédéric. Frédéric, vous avez vous aussi été dans des soirées où il y avait beaucoup de sexe? Non, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour Frédéric. Bonjour. Donc non, c'est pas des soirées. Je voulais parler des lieux de drague. D'accord, pardon. De l'époque, qu'avant Internet, en fait. Oui. Où moi, je me suis infligé de la souillure, de la salissure, de traîner avec dans ces milieux-là. C'était glauque. Ouais. De quel milieu vous voulez parler? Le milieu homo. D'accord. Donc voilà, des endroits spécialisés où les gens tournent toute la nuit en voiture ou à pied dans les bois. En plus, c'est hyper dangereux. D'accord. Il y a des endroits dans le noir, quoi. Et à cette époque, donc, vous aviez beaucoup de relations sexuelles? Ah oui. Pas spécialement avec de séduction, hein, juste on baisait pour baiser, quoi. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. Et je me rendais pas compte qu'en fait, que je me salissais, quoi. Alors, je vais quand même vous dire quelque chose que j'ai dit hier, d'ailleurs, à une auditrice et qui m'a dit que c'était en effet le cas. Je pense que c'était un moment où cette sexualité un petit peu addictive, excessive et pas très valorisante, elle vous a quand même permis de vous sauver de quelque chose d'autre. Tout à fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Voyez, ça me parle. Eh ben oui, mais c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est-à-dire que bon, ok, ça vous a quand même fait du mal, mais c'était une porte de sortie qui était peut-être mieux que de sombrer dans une sorte. Comme le suicide. Exactement. Donc voilà. Donc c'était ça que j'avais en tête. Oui. Donc moi je dis souvent que la sexualité, elle est parfois thérapeutique. Alors il faut pouvoir s'en sortir aussi, hein, parce que c'est pas une sexualité très très valorisante et mais en même temps elle vous a certainement sauvé à ce moment-là. Mais vous savez, Frédéric, à quoi vous vouliez échapper? Oui, au quotidien, au marasme que je vivais, à la dépression que je vivais. Le marasme que vous viviez à la maison? Oui, par rapport à des deuils, des choses compliquées. D'accord. Il y avait quelque chose de très mortifère chez vous et vous avez trouvé Eros pour sortir de ce... Eros et Thanatos. Exactement. Je suis entièrement d'accord, c'est tout à fait ça. Oui. Avec le recul, j'ai travaillé là-dessus. Bon, après, je suis resté 8 ans avec une femme qui m'a extirpé de ce milieu pourri, quoi. Hein, parce que vraiment, moi, je le vois comme ça. Hein. Franchement, je vois quelque chose en plus de très élitiste. C'est-à-dire qu'il faut avoir la bonne gueule qui va, la bonne taille qui va, à tous les niveaux. Hein. C'est vraiment pas valorisant. Et ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que ce genre de milieu c'est rajouté beaucoup de drogues et pas des drogues terribles, hein, des drogues très très. Chemsex. Notamment, oui. J'ai entendu parler de ça. Bon là j'ai échappé à ça, Dieu merci. Ça vous a permis justement ce que vous disiez. D'un coup, ça me fait tilt que ça m'avait permis de ne pas tomber dans la drogue, la cocaïne, etc. Ou l'héroïne à mon époque.
Vous savez, je le répète souvent, Frédéric, on fait ce qu'on peut. Oui, il faut être indulgent avec soi-même, c'est sûr. Mais bon, là, votre émission, justement, c'était l'occasion de témoigner de ça. Mais bien sûr, merci. De cette période un peu glauque, ouais. Non, vraiment, c'était oui, pas... et puis ce qui est beau, Frédéric, vous pouvez vous concentrer là-dessus, c'est que vous avez su en sortir. Vous avez su vous élever et aller passer à autre chose. Oui. Il y a quelque chose de très positif dans ce que vous avez fait. Oui, alors, grâce à une rencontre, je vous disais, avec une personne féminine. Parce que je suis bi à la base, et qui m'a apporté, enfin, on s'est apporté beaucoup de bonheur. Ça s'est arrêté. Là, mes démons reviennent de temps en temps, mais je les réfrène. Parce que bon. Oui. Oui, mais encore une fois, bien sûr que c'est pas ce à quoi vous aspirez, mais encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire des démons? Vous voyez, si de temps en temps. Oui, bien sûr, mais si de temps en temps vous avez tendance à vous laisser un petit peu emporter par des pulsions. C'est-à-dire que Frédéric parle de ces moments-là comme il parlerait d'une addiction, comme quelqu'un qui aurait arrêté de boire tous les soirs. Et qui dirait je ne bois plus, mais une fois de temps en temps, je suis quand même tenté. C'est ça. Et il y a une chose que j'ai remarquée très étonnante dans les addictions. Nous sommes addicts à une substance ou à une personne à la hauteur de ce qu'elle ne nous donne pas. C'est-à-dire que vous avez sûrement trouvé un grand vide dans ces milieux-là. Et je sais pas pourquoi c'est ce vide. La drogue, c'est pareil, hein. Les drogues, elles peuvent modifier notre sentiment, elles peuvent nous donner l'impression d'être heureux peut-être une fois de temps en temps, mais la plupart du temps, enfin moi j'ai discuté il y a pas très longtemps avec quelqu'un qui a pris beaucoup de cocaïne, et alors, rien, simplement elle était un peu énervée, simplement elle avait un sentiment de toute puissance, mais ça va vraiment pas loin, quoi. Donc je crois qu'on est addict à une personne ou une substance à la hauteur de ce qu'elle ne nous donne pas, à la hauteur du vide qui nous a été présenté. Oui, mais le problème, Jean-Charles Bouchou, on parlera d'ailleurs de l'addiction jeudi prochain avec Laurent Carilla. Le problème, c'est que c'est justement parce qu'on a un vide qu'on va tomber dans une addiction. Et c'est avec l'addiction, c'est comme le pervers narcissique. Je suis désolé, je reviens toujours au même point. Il y a une promesse magnifique qui vous est faite au départ. J'entends bien. Et ensuite, vous ne trouvez que de la mort. Que du vide, du creux. Je suis d'accord, Jean-Charles Bouchou, mais quand on est quand on tombe dans une addiction, c'est parce qu'on a du vide en soi et que on est tellement mal à un moment donné face à ce vide qu'on va le remplir. On remplit un vide par du vide. Je suis d'accord. C'est un cercle infernal. Je suis d'accord. Vous parliez tout à l'heure du magazine Infinité. Dedans, il y a un très très bel article au sujet des plantes antéogènes, parce que on se rend compte qu'il existe des substances qui ont été classifiées comme des drogues, mais qui en fait sont très thérapeutiques, parce qu'à la différence de ce que vous avez évoqué, notamment l'héroïne, la cocaïne, elles sont pas vides. Vous voyez ? Et ils y travaillent beaucoup en Suisse. En Suisse, maintenant, on soigne avec du LSD, on soigne avec des champignons magiques, on soigne avec des plantes d'Amérique du Sud. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'à la limite, si vous prenez une drogue, entre guillemets, le mot drogue est mal choisi, et qu'elle vous apporte réellement quelque chose, le lendemain, vous n'avez pas envie de réessayer. Parce que vous êtes rempli. En même temps, le séroplex, c'est pas terrible non plus. Hein. Je ne connais pas. Les antidépresseurs à mode. Ah oui, bien sûr. Oui, les antidépresseurs essaient d'éviter que l'on ressente les choses. Voilà. Moi, je serais tenté avec vous, Frédéric, d'essayer d'aller voir d'où vient ce vide. Où est-ce que vous l'avez rencontré la première fois, Mais encore une fois, les antidépresseurs, à certains moments, il faut les prendre parce que c'est ce qui nous permet de nous sauver. Mais moi, je conseille souvent, quand on est sous antidépresseurs, de parallèlement faire un travail. Bien sûr. Tout à fait. Parce que c'est ce que j'ai fait. Ben oui, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut faire. Mais ça s'entend, Frédéric, hein. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai avec modération, on va dire, les antidépresseurs, comme les gens quand on parle de l'alcool. Vraiment avec parcimonie et mais modération, c'est mais ça c'est chacun. Moi je veux pas prôner qu'il faut pas utiliser parce qu'il y en a qui en ont besoin. Mais absolument, moi il faut faire attention. Il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires. À des moments où on va pas bien, on a mal à la tête, on prend une aspirine et on a la tête qui tourne un petit peu dans le vide, on prend pourquoi pas un antidépresseur. Mais Frédéric, dites-vous, essayez quand même de vous dire ce genre de choses que je vais vous dire
Au moment où vous étiez dans cette course effrénée de sexe, il y a quand même une femme qui a vu en vous une belle personne et qui vous a souri et avec qui vous avez pu passer quelque temps. Donc ça montre bien qu'il y a quand même une belle personne en vous. Donc soyez plus indulgents avec vous-même. Déjà. Merci, oui, c'est vrai que je me rate pas, ouais. J'entends bien. Parce que finalement, la première personne qui peut remplir notre vide, c'est quand même nous-mêmes. Mm-hmm. C'est la vie, hein. C'est-à-dire que c'est une lutte contre la vie et la non-vie. On pourrait dire ça. Les drogues, quelque part, c'est de la non-vie. Ces relations dans le noir et je sais pas où, dans les toilettes ou ailleurs, c'est pas vraiment dans la vie. Et à un moment donné, la question que je vous pose, Frédéric, c'est que vous, qu'est-ce qui vous fait envie ? Et vous avez su répondre, hein. Vous avez dit cette personne que vous avez rencontrée, vous avez dit... Entre autres, hein. Oui, entre autres, dites-nous. Des passions, des occupations, voilà. C'est excellent. Oui, il y a beaucoup d'outils, oui. Voilà ce qui peut remplir un vide. C'est ce qui devrait remplir un vide, idéalement, c'est quelque chose qui nous met en vie, plutôt que quelque chose qui nous ramène vers la mort. Mon métier d'accompagnement social. Très bien. On a besoin de vous, Frédéric. Et puis nos 5 sens, faisons-les exister le plus possible, nos 5 sens. C'est ça qui nous donne la vie. Tout à fait. Merci Frédéric, en tout cas. Merci à vous, merci pour la pertinence de vos commentaires. Je vous en prie. On fait une petite pause et on va activer notre mémoire érotique dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Ça s'est passé sur Sud Radio. Parlons vrai ce matin avec Robert Ménard de la nomination de Gabriel Attal. Le problème de Gabriel Attal, ce que ça va être, c'est le parisianisme. C'est ça son problème. Son premier problème, c'est ça. Regardez qui est candidat de façon crédible à l'élection présidentielle chaque année. C'est des gens qui sont parisiens ou qui vivent à Paris. Et ce pays, c'est pas que ça. Sud Radio, parlons vrai. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Jean-Charles Bouchou, je vous propose d'activer votre mémoire érotique. C'est un test à faire seul ou à faire en couple. Pourquoi pas prendre un tout petit cahier rose, hein, évidemment, et puis vous inscrivez votre premier souvenir érotique, et puis après votre meilleur souvenir érotique, et vous essayez de voir si votre meilleur souvenir érotique pourrait se reproduire à nouveau, et si oui, eh bien, est-ce que vous l'avez reproduit récemment? Sinon, qu'est-ce que vous attendez? Ça serait peut-être bien de temps en temps de ne pas hésiter à refaire des choses qui nous ont fait du bien, et puis vous pourriez aussi dans votre petit cahier inscrire quel serait votre futur meilleur souvenir érotique. Alors c'est pas forcément un acte sexuel hein, ça peut être une situation, ça peut être un flirt, un moment très sensuel, et après vous pourriez aussi chercher quelle a été votre nuit d'amour la plus performante, quel a été votre orgasme le plus inattendu, le préliminaire le plus génial, votre souvenir cinématographique ou littéraire le plus érotique. Enfin bref, la liste elle est infinie, et je trouve que cet exercice il a un but, c'est juste vous permettre d'être en meilleure relation avec ce qui vous a plu et ce qui peut exciter à nouveau votre libido, parce que c'est un peu une sorte de Madeleine de Proust érotique, hein. Oui, une sorte de journal intime érotique où on écrirait quelles ont été toutes nos relations pour pouvoir les relire après, pourquoi pas. Ou pas d'ailleurs. Oui, parce que ça fait refonctionner l'imaginaire, ça fait et puis ça permet de peut-être de vous rendre compte que vous êtes peut-être un peu en panne de désir parce que vous avez laissé de côté des choses qui à certaines époques vous ont plu et vous ont fait du bien. Parce qu'on tombe dans la routine parfois aussi, et on peut être pris par son travail, hein. Oui, mais il faut j'ai envie de dire la libido, c'est comme tout le reste, il faut pas la laisser s'endormir. Non. Voilà. Et puis on peut aussi, comme Natacha, découvrir ce coffret coquin Saint-Valentin que l'on trouve évidemment sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Alors on le teste aujourd'hui parce que si vous voulez vous l'offrir pour la Saint-Valentin, il est temps de le commander puisqu'on est le 1er février et le compte à rebours est commencé. Bonjour Natacha. Bonjour Brigitte. Bonjour. Bonjour Natacha. Bon, alors comme tout coffret, il y en a des choses dedans, hein. Oui, il est très très riche, très très garni. Comme vous disiez, il y a de quoi se créer de jolis moments, de jolis souvenirs érotiques. Voilà, donc il y a des choses pour faire un petit peu de BDSM, hein. Il y a par exemple une jolie paire de menottes rouges en fourrure, hein. Oui.
Alors c'est pas le plus joli objet du coffret. Non, c'est quoi alors pour vous le plus joli objet du coffret? Le plus joli, je dis le vibromasseur est quand même un joli objet du coffret. Ouais, un vibromasseur assez basique hein, quand même. Oui. Mais oui, qui est assez mignon. Après, oui, ils ont pensé à pas mal de choses. En fait, il y a ce qui est intéressant, et c'est souvent le cas dans les coffrets, hein, c'est qu'il y a de quoi s'amuser avec différents jouets, de manière un petit peu à tester ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Il y a un bandeau, il y a des petits dés aussi. Ça c'est. Oui, il y a un petit jeu, des petits bancs à dérouler, des défis. Il y a un coaching aussi. Pardon, j'ai pas entendu ce que vous disiez. Bon, j'ai l'impression qu'on a un petit mauvais son là avec Natacha. Alors, écoutez, on va essayer de la retrouver, au moins pour qu'elle nous donne une note sur ce coffret. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un cockring aussi. Vous avez trouvé une bougie. Une bougie de massage, oui. Qui sont très très bons. Ah oui, moi j'aime beaucoup les bougies de massage. Ça, je crois que je vais le garder. Et puis du lubrifiant. Enfin bon, il y a vraiment un peu de tout. Oui, c'est complet. Et c'est toujours je veux dire, c'est mignon. C'est une façon de tester différentes choses pour savoir ce qu'on aime plus particulièrement. Voilà, donc c'est le coffret coquin Saint-Valentin. Quelle note vous donnez alors à ce coffret, Natacha? Bonne note, plutôt, je dirais 8. 8 sur 10? Oui. D'accord. Bon, eh bien, si vous voulez vous procurer ce coffret Saint-Valentin, vous pouvez aller sur l'enseigne ruedesplaisirs.com et il vous sera envoyé avant le 14 juillet. Merci beaucoup, Natacha. Merci à vous. Et c'est Clarisse qu'on retrouve maintenant. Bonjour, Clarisse. Bonjour, Brigitte. Bonjour, Jean-Charles. Bonjour, Clarisse. Alors, allez-y, on vous écoute. Alors, par rapport au sujet de la perversité, de mon expérience, je dirais que, pour moi, on rentre dans la perversité quand l'objet sexuel n'est que l'objet sexuel pour assouvir nos plaisirs uniquement basés là-dessus, alors que je pense que finalement la sexualité elle s'inscrit dans un ensemble et que si on a notre partenaire qui va vouloir faire l'objet de ses propres désirs sans sentir quelque part que ça nous nourrit et que ça nous porte du bien-être, je pense que on est dans une relation qui peut être perverse à certains moments. C'est peut-être pas tout le temps, mais je pense qu'il y a une juste limite dans cette notion de désir, de fantasme, d'imaginaire qui doit servir au plus grand bien et à notre bien-être général. Oui, c'est assez juste. Hein, oui, c'est juste. Et la sexualité nous amène sur un paradoxe qui est quand même assez intéressant à observer de ce point de vue, du point de vue de l'altérité. C'est-à-dire que je dois me préoccuper du plaisir de l'autre. Je dois faire ce qu'il faut pour l'amener au plaisir. Mais à un moment donné, il va être impératif que je me recentre sur moi. Parce que sinon, je risque d'amener du plaisir à l'autre et de ne pas en ressentir et ensuite de dire que je suis comme un objet. Donc il y a ce paradoxe où je suis à un moment donné complètement avec l'autre et qu'à un moment donné je dois revenir complètement à l'intérieur de moi avec un sentiment, comme si on abandonnait cet autre pour se concentrer sur notre propre jouissance. Et je crois que c'est nécessaire de toute façon. C'est d'ailleurs la phrase qu'avait inventée Sylvain Mimoun, la sexualité c'est un égoïsme partagé. Voilà. Ouais. Effectivement. Je pense qu'effectivement, c'est quand on est dans le partage et que l'autre il a envie d'assouvir ses propres plaisirs, faut que, pour moi, ce partage soit vraiment pleinement consenti. C'est-à-dire qu'on peut faire un jeu en disant, moi je me souviens d'un partenaire qui avait envie de jouer à certains jeux et j'ai trouvé que la limite, elle était là où moi je n'étais pas complètement consentante jusqu'au bout. Et là, on revient à l'égoïsme partagé. C'est jusqu'où on va partager le désir de l'autre. Ouais. Voilà. Mais ne pas s'oublier. Mais en même temps, moi j'ai envie de dire, si on fait quelque chose pour l'autre et qu'on prend du plaisir à lui offrir quelque chose, pourquoi pas aussi. Vous voyez, il faut pas non plus tomber dans l'excès inverse où on serait que dans son... Oui, on aime faire plaisir à son partenaire ou à sa partenaire. Exactement. On peut accepter une petite chose que l'autre a envie, qui nous apporte pas forcément énormément de plaisir, mais on lui a fait plaisir et ça nous fait plaisir de lui avoir fait plaisir. Enfin.
C'est ce que j'appelle ce curseur interne. Bien finalement, si on a son équilibre qui est maintenu dans la relation, alors là, il n'y a pas de perversité. C'est que si vous êtes consentant pour vivre plein de belles choses et que ça vous fait du bien globalement, que vous vous sentez pleinement joyeux dans la vie, tout va bien. Moi, j'ai eu une relation non sexuelle, parce qu'elle aurait pu aboutir vers ça, mais j'ai senti chez une personne qui me l'a confié par la suite que finalement j'étais l'objet de ses fantasmes. Et je sentais, quand j'étais en relation avec cette personne, que je me sentais vidée, et je ne sais pas pourquoi. Et avec les années passant, j'ai pu discuter avec cette personne qui a fini par m'avouer qu'il y avait des carences affectives et qu'il les transposait à travers nos échanges et qu'il essayait de devenir quelque chose sur lequel je titillais. Et c'est là où on parle de relations partagées à tout niveau. Quand on sent que notre bien-être est galvaudé, il y a quelque chose qui n'est pas sain. C'est très intéressant ce que vous dites, Clarisse, parce que nous avons une relation à l'autre qui est une relation physique, le cas échéant. Nous avons une relation à l'autre qui est une relation intellectuelle, le cas échéant. Et nous avons aussi une relation énergétique. Et je trouve très intéressant ce que vous dites, alors qu'il ne s'est rien passé entre vous. Quand vous étiez en relation avec cette personne, vous vous retrouviez vidé. Oui. Et là où j'ai envie de vous féliciter, Clarisse, et j'ai envie d'inciter les personnes qui nous écoutent, c'est apprenons à entendre ce que nous dit notre organisme. Vous avez été capable de le sentir et de ne pas rentrer dans cette relation, outre mesure, j'entends. Oui. Voilà. Vous vous êtes protégé, vous avez pris soin de vous. Oui. C'est bien. Parce qu'elle aurait été certainement catastrophique, cette relation. Oui. Et puis j'ai fini par dire, verbaliser, prendre du recul et dire à la personne qui a pu se recentrer et accepter qu'à ce moment-là, elle avait plein de carences et elle les projetait. Et moi, sur le moment, on me disait mais non, n'importe quoi. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Ouais. Et le seul moyen, c'était de prendre la distance pendant un bon moment. Et j'ai eu l'occasion d'en reparler, de m'affirmer et de dire hors de question, il faut oublier ça. Oui. C'est là où on m'a avoué qu'il y avait des fantasmes qui étaient projetés sur moi. Bien sûr, on a affaire parfois à des sortes de vampires énergétiques qui nous pompent notre énergie, sans même qu'il y ait de relation. Oui. Enfin, même de relations sexuelles, j'entends. C'est quelque chose que j'ai expérimenté alors que... Mais pour utiliser un mot que tout le monde va entendre, quand on se sent un peu envahi par quelqu'un, eh bien, c'est pas anodin. Il n'y a pas de raison de se sentir envahi par quelqu'un. Donc, si on se sent envahi, alors qu'on a... Dans la relation, le maître mot devrait être complicité. Et exactement. Et je trouve d'ailleurs que, alors, je sais qu'on est maintenant très à cheval sur le fait qu'il faut pas que quelqu'un nous touche, etc., etc. Je suis un peu moins, mais en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que lorsqu'on est dans une relation qu'on a envie de faire démarrer, si la personne nous touche, parce qu'on est d'accord évidemment, et qu'on sent pas ça très agréable, c'est quelque part, c'est pas la peine d'aller plus loin. Non, il faut pas insister. Ouais. Ça veut dire que notre corps n'est pas réceptif à ça. Beaucoup de personnes qui viennent me voir me disent, je viens de passer tant de temps avec quelqu'un qui m'a fait du mal, et dès les premières, dès la rencontre, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je n'en ai pas tenu compte. Et là, moi, j'avais une question par rapport à ça, justement, dans ce ressenti, et pour avoir aussi échangé avec un homme qui était pas du tout comme ça. On sent effectivement s'il y a une caresse qui va te déranger avec une personne, elle ne va pas nous déranger avec une autre, parce que l'approche, l'intention n'est pas la même. Bien sûr. Mais comment, avec ce recul et cette expérience, justement quand on sent quelque chose, mais qu'on n'est pas forcément habitué, formé, forgé, expérimenté, comment une femme ou un homme peut dire il y a quelque chose que je sens pas, et suivre ça, parce que des fois il y a la pulsion, il y a l'envie, le désir, il y a plein de choses, puis on se dit non, je me fais des idées, et on y va, et on va... Oui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la drogue, il y a une promesse et un vide. Vous avez senti le vide, mais vous vous raccrochez à la promesse. Et ça, c'est la définition, à mon avis, de l'addiction. On est addict à quelque chose à la hauteur de ce qu'il ne nous donne pas, c'est-à-dire un grand vide, mais aussi à la hauteur de ce qu'il nous promet.
Et on retrouve ça dans les drogues et avec les personnes un peu perverses. Mais on peut aussi à un moment donné avoir une pulsion qui nous emporte. On va faire l'amour avec quelqu'un et puis on va vivre le moment de la pulsion et puis très vite ça va redescendre parce qu'en fait il n'y a pas une alchimie corporelle avec l'autre. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. On aura fait. Faut pas que ça dure. C'est comme quand on va dans un mauvais resto, on mange parce qu'on a faim et puis voilà et on n'y retournera pas. Vous voyez Clarisse, il faut aussi savoir que de temps en temps on peut être un peu dépassé par une pulsion qui fait qu'on va y aller et qu'on va être déçu. Mais ça c'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est si on continue. Enfin, c'est grave. J'ai pas de jugement évidemment à donner, mais vous voyez, mais si on est dans quelque chose de très chouette, on le sait dès le départ. Parce qu'il y a une alchimie des corps, quoi qu'on en dise, on sait pas, on sait pas l'expliquer, mais ça existe. Oui. Celui qui ne l'a pas, moi je l'ai expérimenté plus tard dans ma vie, mais avant que j'expérimente cette alchimie, je croyais que ce que j'avais en face de moi c'était du vrai, du bon, du durable, et c'était pas forcément le cas. Et il y a peut-être des baromètres à donner aujourd'hui aux personnes pour. Mais non, parce que c'est du cas par cas. Il y a pas, sincèrement, il y a pas. Malheureusement, il y a pas. Il y a un baromètre et votre baromètre, c'est votre ressenti. Oui, voilà, votre organisme. Votre organisme vous le dit. Ça nous fait oui ou ça nous fait non. Oui, c'est ça. Comme je le disais tout à l'heure. Moi, je me souviens, je m'étais inscrit à un cours de yoga et j'étais tombé sur une prof de yoga qui était complètement folle. Elle criait, elle hurlait, le machin. Bon, j'ai fait mon premier cours en me disant je n'y mettrai plus jamais les pieds. Et puis quand je suis sorti de là. Quand je suis arrivé dehors, à l'intérieur de moi, j'ai senti un sourire. Mon organisme, il m'a dit si, c'est exactement ce que tu avais besoin. Et je suis retourné auprès de cette prof de yoga, qui à la fin était quand même quelqu'un de très sympathique, bien qu'un peu hystérique. Et j'ai continué pendant 3 ans chez elle. Et ça m'a fait le plus grand bien. C'est-à-dire que ma tête me disait va-t'en, mais mon corps me disait non, c'est exactement ce dont tu as besoin. Donc effectivement, il faut s'écouter et quand ça fait oui, quoi. Exactement, mais il faut écouter ses sensations, ses ressentis, et c'est ça qui est difficile parce qu'on a toujours notre petit vélo intello qui tourne et qui nous donne l'idée de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit pas faire en fonction de notre éducation, de nos croyances, de ce qu'on entend dans les médias, bien etc. Sûr. Revenez à vos corps, écoutez vos corps, le mental fait partie de l'organisme, mais n'est qu'une toute petite partie de l'organisme. Et on lui donne beaucoup trop de place dans notre société. Ça, je suis d'accord. Ouais. Eh bien voilà. Et nous, on continuera dans ces 2 heures tous les jours à donner la place au corps. Oui, ou aller en méditer aussi, c'est pas mal. Hein. Quand on médite, on fait le mental se calme et puis ça laisse la place au corps et à l'organisme. Merci Clarisse, en tout cas. Merci à vous. On retrouve Olivier dans un instant pour conclure. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. On parle de pouvoir d'achat, pas du chat. En ce moment, pour une ampoule ou un coffret d'ampoule acheté, le deuxième est 100% remboursé. Feu vert, le pouvoir de l'expert. Offre de remboursement différée sur une sélection de produits. Modalité sur feuvert.fr. À tous ceux qui aiment février, parce que c'est un mois où on dépense moins. Bah oui, il y a moins de jours. Et à ceux qui font remarquer qu'il y en a quand même 29 cette année, parce que c'est une année bitextile, bicestile. Enfin, c'est pas facile à dire. En février, Intermarché continue de s'engager contre la vie chère avec le produit le moins cher de France. En ce moment, la brique d'1 litre de jus de pomme à base de concentré Paquito est à seulement 79 centimes. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 4 février, sur la base d'un relevé en date du 29 janvier, voir méthodologie sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchou est avec nous et c'est pas par hasard que j'ai choisi ce thème parce que c'était vous, Jean-Charles Bouchou, la perversion sexuelle. C'est un terme complexe parce que pour beaucoup de gens, la perversion, c'est très vite quand ça dépasse leur subjectivité. Oui, hein. Oui, mais la question, elle est pourquoi est-ce que j'ai besoin de définir la perversion narcissique ? Si j'ai pas envie de quelque chose, je ne le fais pas. Mais donc non. À partir de là, ça va. Et si mon voisin le fait lui, qui fait pas trop de bruit, c'est son problème. S'il fait pas trop de bruit. Bonjour Olivier. Bonjour Brigitte. Bonjour à votre invité. Bonjour Olivier. Jean-Charles Bouchou qui est avec nous. Alors vous êtes libertin également Olivier, hein, c'est ça ? Oui, depuis très longtemps. Il faut qu'on refasse une émission sur le libertinage. Tiens, d'ailleurs, il y a longtemps qu'on l'a pas faite. Moi, contrairement à beaucoup d'hommes, oui. C'est la mère de mon fils qui m'y a amené. Oui. Donc j'ai été initié par une femme, donc je pense avoir une vision du libertinage un peu différente.
Voilà, peut-être avec on va pas faire de genre, trop. Et en quoi elle serait différente? Parce que j'ai une optique un peu différente, je pense. Mais vous savez, en général, les libertins sont assez pour que la femme ait du plaisir. Hein. Ouais, et puis ils sont respectueux. Il y a des règles dans les milieux de libertins. Ah oui, c'est très codifié. Voilà. Oh là là. C'est même très, très codifié. Ouais, et il me semble que ce sont plutôt les femmes qui acceptent ou qui refusent, donc elles ont le pouvoir. Tout à fait, tout à fait. Et moi, je suis un bon exemple. C'est que moi, je vis une relation particulière. C'est-à-dire j'ai mes meilleurs amis, je leur ai fait découvrir le libertinage quand j'étais moi-même en couple. Oui. Puis j'ai eu mes soucis de santé, madame est partie. Et on a continué tous les trois. Et depuis... vous voulez dire que vous sortez avec madame et son amant? Non, je sors avec son mari. C'est un couple d'amis que je connaissais, que j'ai initié il y a 5-6 ans. D'accord. Enfin bon, en tout cas, vous êtes deux hommes avec une femme. Vous êtes deux hommes avec une femme, c'est ça? Voilà. D'accord. Voilà. Et j'avais déjà pratiqué. Alors ça, pour beaucoup de gens qui écoutent, ça pourrait ressembler à de la perversion. Ouais, mais bon. Si vous êtes tous les trois, si vous êtes tous les trois d'accord, c'est plus. Je vois pas où est le problème. Il n'y a pas de problème. Mais pour beaucoup, c'est pas tout à fait dans la norme. Mais c'est fou ce besoin qu'on a de juger l'autre, hein, quand même. Mais non, mais moi je suis pas en train de juger. Je dis juste que pour beaucoup. Je suis d'accord avec vous. C'est intéressant de se poser la question de la perversion. Moi, en tant que thérapeute, bien évidemment, mais très rapidement, je pose la question, mais en quoi c'est un problème pour vous? Donc c'est vous le sujet. C'est pour ça que je m'y intéresse. Mais de savoir, encore une fois, ce que fait mon voisin ne m'intéresse pas. S'il met pas quelqu'un en danger, j'entends. Hein. Oui, mais moi, par rapport, quand je rencontre une femme en solo, je dis cache les choses. Généralement, elles me prennent tel que je suis avec ce que j'ai dit, et puis elles essayent toujours de me changer. C'est-à-dire que comme elle est seule et qu'elle voit que vous êtes à trois, elle essaye de vous récupérer peut-être, non? Oui, non, mais c'est pas forcément le cas, mais c'est de vouloir changer l'autre, accepter l'autre comme tel qu'il est. Moi, ça fait partie de moi. Il y a jamais de contrainte. Si vous êtes heureux comme ça, oui. Il n'y a jamais de contrainte. Mais alors, là où je vais mettre, Olivier, là où je vais mettre une nuance, encore une fois, je crois que lorsqu'on est un peu en dehors de la norme et vous formez un triple, enfin, je sais plus comment on dit d'ailleurs, un trouble. Merci Jean-Charles Bouchou, le mot m'échappait. Donc c'est pas tout à fait la norme. Est-ce que c'est nécessaire d'aller le clamer à tout le monde? Moi, j'ai tendance à dire que lorsqu'on n'est pas tout à fait dans la norme, c'est aussi bien de pas le dire à tout le monde. Il faut en parler qu'avec des gens qui sont susceptibles de le comprendre et de l'entendre. Il me semble. Hein. Bien sûr. C'est plus simple. Parce que sinon, ça veut dire que vous avez besoin de vous justifier. Vous allez y chercher quelque chose dans votre besoin d'en parler à tout le monde. Oui, un besoin de reconnaissance. Oui, c'est ça, un besoin d'être reconnu par les autres. On le disait tout à l'heure lorsque nous parlions des adolescents. Souvent, nous posons nos limites là où nous avons l'impression que c'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire ce que nous renvoie le groupe. En fait, non. Chacun est différent et chacun a son fonctionnement personnel. Et vouloir en parler absolument, c'est peut-être chercher l'approbation du groupe, justement. Moi, j'ai tendance à penser quand même que notre sexualité, ça reste de l'ordre de l'intime et je trouve assez logique que lors d'un dîner, on n'ait pas spécialement besoin de poser des questions sur la sexualité des autres ou de raconter sa sexualité. Oui, non, mais vous êtes d'accord? Bien sûr. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'intime et laissons à chacun son intimité et tout ira bien. Je crois qu'on a un petit peu perdu Olivier. On me fait signe qu'il va revenir. J'espère, parce que nous sommes presque en fin d'émission et si on n'arrive pas à le retrouver, c'est pas très grave. De toute façon, je crois qu'il avait dit ce qu'il avait envie de dire. C'est pas grave. On va laisser de côté Olivier. Il nous reste, justement, une petite minute pour conclure. Jean-Charles Bouchou, qu'est-ce que vous voulez ajouter peut-être? Tout ce qu'on a dit depuis le début, j'ai l'impression que ce sont des choses très très importantes. Apprendre à se recentrer sur soi, apprendre à se faire confiance, à accepter que nos limites
limites, elles sont là où elles sont, que très rapidement dans une relation, nous sentons s'il va y avoir de la complicité ou si au contraire il y a quelque chose qui va pas. Et nous l'avons vu, souvent les problèmes découlent de ce que nous sommes pas écoutés et que nous avons préféré nous en remettre à l'idée que l'on se fait de ce qu'il doit être fait. Voilà. Et il faut bien savoir que on est forcément très influencé par la culture dans laquelle on grandit, la culture dans ce qu'on entend, dans ce qu'on va lire, qu'on va regarder. On sait que par exemple, quand il y a eu le fameux film 50 nuances de Grey, beaucoup de femmes ont osé jouer un peu avec des menottes, etc., alors qu'elles ne se l'autorisaient pas avant. Donc on voit bien. Mais est-ce qu'elles en avaient envie avant ou est-ce qu'elles se sont dit c'est comme ça qu'il faut faire pour plaire à un homme? Je pense que ça a réveillé des désirs qui étaient certainement inconscients et qui grâce à... Les artistes sont là pour ça, pour nous dire on peut regarder ou on peut faire autrement que ce qui nous est proposé habituellement. Et à partir de là, la personne, elle va s'en inspirer ou pas. Voilà. Et puis quand on a fait quelque chose et qu'on se sent un peu mal après, c'est peut-être parce que c'était pas vraiment pour nous. On a été emporté par une pulsion. C'est pas non plus très grave. Non, c'est pas très grave. Si vraiment on va pas bien, on appelle l'émission et puis on en parle. On en parle. Merci beaucoup Jean-Charles Bouchou. Comme toujours, c'est très facile avec vous de faire des sujets un petit peu délicats. Et je rappelle vos livres, Les violences invisibles et également Les pervers narcissiques aux éditions Erol et aux éditions Le Courrier du Livre. J'ai dit tout ça dans le désordre, c'est normal, on est en fin d'émission. Demain, on est avec Sabine Procoris. Est-ce qu'il y aurait un retour du puritanisme? Elle a écrit un très beau livre sur Roman Polanski, elle nous en parlera demain, qui subit un petit peu la justice populaire. Et puis tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan. De Fourvière à Montplaisir, de la Cité internationale à Gerland, du parc de la Tête d'Or à Saint-Just, depuis le sommet de Fourvière, Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai. Nicolas, 32